Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons ressources humaines du respect de la française. Donc la dernière fois, pour rappel, nous avions expliqué comment Total Energy avait été condamné pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour une exécution déloyale du contrat de travail assorti en bonus avec un président du Conseil des prud'hommes, ancien DRH, ce qui constituait un magnifique conflit d'intérêts. Donc aujourd'hui, nous allons regarder la clause de mobilité des contrats de travail de Total Energy qui a été sanctionnée de nullité récemment par la Cour d'appel de Versailles. Alors la clause de mobilité, c'est quoi? Vous avez à l'affichage celle de 2010. Elle explique qu'en raison du caractère international de la société, de vos attributions, eh bien, il va falloir accepter des missions ou des changements d'affectation géographique au sein des implantations existantes ou futures du groupe et de ses partenaires, tant en France que dans tout autre pays. Il y a une liste qui est jointe, qui est actualisée et pas limitative. Et surtout, la phrase clé, le refus d'accepter une telle mobilité géographique pourrait constituer une faute susceptible d'entraîner l'application de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pas dans ce langage un peu abscon des contrats. Ça veut dire que si vous refusez d'être affecté dans une société du groupe, dans une société partenaire, et ce dans n'importe quel pays du monde, vous prenez le risque de vous faire virer. Et c'est justement ce qui est arrivé à un salarié de Total en 2017. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le salarié a été licencié. On retrouve dans le jugement le texte de la lettre de licenciement qui explique que ce salarié a terminé une mise à disposition au sein d'une association, qu'on lui a proposé deux postes, un chez Fertile, l'autre au Qatar chez Capco, que ces postes correspondaient à ses compétences et qu'il les a refusés et que par conséquent il était en faute et que dans ces cas-là on devait le licencier. Alors la Cour d'appel va commencer par nous rappeler le droit. Tout d'abord, elle va rappeler ce que c'est une clause de mobilité, donc la stipulation d'un contrat par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié et d'exercer ses fonctions dans les différents établissements, agences ou succursales où l'entreprise déciderait de le muter. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, elle va expliquer qu'il n'est pas possible de transférer un salarié d'une société à une autre sans son accord. Et que la seule exception, c'est lorsqu'une société en rachète une autre ou qu'il y a des fusions de sociétés, c'est le fameux article 1224-1 qui se trouve cité dans le paragraphe suivant que je vais vous lire. D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation de notre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle. Et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord express du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. À partir du moment où ceci est dit, la conclusion logique est qu'une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail, dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, petite jurisprudence de 2016 de la Cour de cassation pour appuyer le jugement de la Cour d'appel. Alors, la Cour d'appel, une fois qu'elle a énoncé les principes du droit, va les appliquer à la situation du salarié qui s'était vu proposer deux postes dans d'autres sociétés que celle à laquelle il avait été embauché, et va donc simplement constater que ce salarié n'a jamais donné son accord pour ces mutations et que comme la clause de mobilité qui prévoit d'affecter un salarié dans une autre société est nulle, mécaniquement, le licenciement devient un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la Cour d'appel va donc confirmer le jugement de première instance. Ceci est très très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous affecter dans une autre société que celle qui est sur votre contrat de travail. Par exemple, vous avez les affectations TGI, les affectations avec cette société suisse. Il n'est pas possible de vous imposer de signer un contrat TGI. Alors la clause mobilité du contrat de travail de Total, elle est nulle. Très bien. Mais ça date pas de 2023. On voit déjà qu'il y a une jurisprudence de 2016. Mais en faisant quelques recherches, on se rend compte qu'il y a déjà d'autres jurisprudences qui ont acté
la nullité des clauses qui prévoient des changements d'employeur sans l'accord du salarié. 2013, 2009. Et donc, on pourrait se demander si les ressources humaines se sont dit, tiens, après tout, nos clauses sont illégales, on va les changer. Donc vous avez ci-dessous la clause de 2010, puis celle de 2023, puis celle de 2024, puis celle de 2025. Alors, la seule différence que vous allez trouver, c'est celle de 2010 à 2023, où on passe de la notion de groupe à la notion de compagnie. Après, ça ne bouge pas. On est maintenant pratiquement à 18 mois après le jugement. Total Energy n'a toujours pas modifié ses clauses de mobilité, dont elle sait pertinemment qu'elles sont nulles. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Total Energy ne modifie pas ses clauses? Est-ce par suffisance? C'est pas exclu. Est-ce plutôt parce que il est important pour eux de garder cette clause dans le contrat de travail de façon à faire peur aux salariés? Combien de vous savez qu'elle était illégale? Très peu. Et par ce biais-là, ça permet de forcer la main en expliquant que d'un côté, c'est bon pour votre carrière, puis de toute façon, de l'autre, vous avez signé une clause que vous ne pouvez pas refuser. Alors, dans une société qui se targue de respecter les lois, les règlements, qui nous abreuve de formations anticorruption, qui le rappellent, c'est quand même assez cocasse de voir que le respect des lois et des règlements s'arrête dès qu'on commence à rentrer dans le droit social. Alors, on a vu qu'on ne pouvait pas muter un salarié sans son accord d'une société à une autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait une mutation géographique, mais que l'on reste au sein de la même société? Alors, il y a quand même quelques principes à respecter. L'employeur ne peut pas faire tout et n'importe quoi au titre de son pouvoir de direction. Le premier point, il ne s'agit pas de pousser un salarié à la démission. C'est bien l'intérêt de l'entreprise qui doit prévaloir à la mutation. Par exemple, on ne peut pas muter un salarié sur un poste qu'il refuse, licencier le salarié et ne pas ensuite pourvoir le poste. L'intérêt de l'entreprise paraît dans ce cas-là assez réduit. On ne peut pas non plus utiliser la mutation comme une sanction. Convoquer un salarié à un entretien préalable, lui exposer des griefs, ne pas le sanctionner à l'entretien, puis ensuite le muter au titre des mêmes griefs. Ça, c'est pas possible. On doit aussi respecter un délai de prévenance. Voilà, on ne peut pas, 3 semaines avant un retour de congé parental, expliquer à une mère de 4 enfants qu'elle va être mutée alors que le poste est libre depuis plus de 2 mois. On ne peut pas non plus laisser simplement 2 jours de réflexion à un salarié pour une mutation à plus de 800 km de son domicile. Ce n'est pas arrivé chez Total dans le jugement qui est mentionné, mais cela aurait très bien pu parce que c'est une pratique dont nous avons entendu parler. Alors, l'autre grand principe est le respect de la vie familiale et personnelle. Il ne s'agit pas, au travers d'une mutation, d'avoir un impact déraisonnable sur la vie personnelle du salarié. Alors, plusieurs jurisprudences intéressantes. Le cas d'une mère de 2 enfants en bas âge, dont un de garde alternée, où elle a changé de ville, mécaniquement la garde alternée tombe, l'atteinte est déraisonnable. Le cas, effectivement, d'une autre mère qui revient d'un congé parental, qui travaille à Marseille, qu'on envoie en mission pendant 3 mois en région parisienne. Même manière, atteinte déraisonnable. On rappellera que, en retour de congé parental, vous avez droit à retrouver votre poste ou un poste équivalent en matière de localisation et de rémunération, et que la clause de mobilité ne peut pas y faire échec. Et puis, dernier exemple, une salariée que l'on va muter pourtant que de 60 km d'une agence à une autre, alors que la médecine du travail voulait limiter ses déplacements dans une distance de 20 km maximum, voilà, que son mari travaillait dans une ville et ne pouvait pas, à cause de son emploi, aller dans l'autre ville. Là encore, le licenciement a été jugé comme étant abusif. On rappellera aussi cet article du Code du travail, le L1132-1, qui a son importance, qui indique que nul ne saurait être affecté dans un pays dans lequel on peut être
incriminé en raison de son orientation sexuelle. Cela veut dire que toutes les affectations d'office au Qatar, en Ouganda, au Nigeria, aux Émirats arabes unis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée tombent sous le coup de cet article. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau Parlons aux ressources humaines du respect de la loi française.